Bonjour. Alors, je voudrais vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a des geeks dans la salle? D'accord. Alors, vous pouvez rester, mais que tout ce qu'on va se dire ici reste entre nous, hein. Ça ne sort pas de la salle. Merci. Parce qu'en fait, je vais vous parler de quelque chose assez fascinant, qui est un des mystères les plus profonds de l'informatique. Pourquoi avons-nous tendance à rater quasi systématiquement nos projets informatiques? Alors, vous connaissez tous ces stats qui sont devenus assez classiques. Un projet sur 4 est en échec total. On en réussit 1 sur 3. Et le reste de ces projets-là est en dépassement significatif de charge ou de délai. Alors Yves Morieux, qui a fait une présentation tout à fait acceptable, a donné quelques explications potentielles. Moi, j'ai envie de vous en proposer une autre, hein, qui est « Et si en fait, nous étions trop humains pour réussir nos projets informatiques ?» Voilà. Donc ça, c'est le pavé dans la mare que je lance. Peut-être sommes-nous trop humains pour réussir nos projets informatiques. Et j'en veux pour preuve que je pense que nos organisations, nos processus informatiques s'appliquent pour des gens comme ça, c'est-à-dire des gens parfaitement rationnels et parfaitement raisonnables. Or, j'ai l'intuition qu'on est plutôt ça. Pas tout à fait, mais on se rapproche plus de ça. En fait, nous sommes influençables, irrationnels, prétentieux, oublieux, etc., etc. Bon, je suis un petit peu noir, peut-être, allez-vous penser. Eh bien, je vais essayer de vous démontrer le contraire, en commençant par ça. Donc ça, c'est l'accident de Challenger en 86, la navette spatiale. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans cet accident, c'est que la NASA a fait une commission d'enquête à l'issue de cet accident pour essayer de comprendre les causes. Et en fait, tout le monde savait qu'il y avait un risque très important de catastrophe majeure sur la navette spatiale parce que tout un tas de personnes avaient levé des alertes sur la cause précise de l'accident qui a causé cette catastrophe. Donc globalement, la NASA, collectivement, a été incapable d'empêcher d'arriver quelque chose dont individuellement, chacun savait que ça avait des chances d'arriver, des risques d'arriver. Et on va faire une petite expérience. Alors, il y a un trait à gauche et il y a 3 traits à droite. La question que je vous pose, c'est quel est le trait de droite qui a la même taille que le trait de gauche? Allez, on va prendre un cobaye dans la salle. Ah, il ne fallait pas vous mettre devant, monsieur. C. Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Oui, bah c'est C. Alors, effectivement, c'est C. Alors, ça a l'air facile comme ça, mais sachez que c'est une expérience qui a été faite, l'expérience de H. Donc, si on prend 20 personnes, 19 complices et 1 cobaye testé, et qu'on pose cette question aux 20 personnes en commençant par les 19 complices, la dernière personne aura tendance à donner une mauvaise réponse. Donc si on demande aux 19 personnes quel est le trait qui a la même dimension et que 19 disent A, il y a une forte probabilité pour que le cobaye testé dise A. En fait, ça se décrit comme ça, expérience de H, donc 75% des sujets testés donnent une mauvaise réponse au moins une fois dans le protocole expérimental. Alors, en fait, ça s'appelle le biais de pensée de groupe. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est des mauvais câblages dans notre cerveau qui font qu'on a tendance à prendre des décisions qui sont irrationnelles par rapport à ce qu'on devrait faire irrationnellement. Et le biais de pensée de groupe, le premier que je vous présente, peut se décrire de la façon suivante. Ce sont les mécanismes par lesquels un groupe est amené à prendre ou approuver des résolutions qui ne correspondent pas au jugement individuel de ses membres. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, je pense que ça s'applique à l'informatique. Il y a Tom DiMarco, qui est un auteur très célèbre en informatique aux États-Unis, enfin très célèbre dans le monde informatique, qui décrit ça comme étant les projets dead fish. Les projets dead fish, ce sont les projets dont tout le monde sait dès le démarrage, dès le premier jour, qu'ils n'ont aucune chance d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Moi, j'en ai connu, je suis sûr que plus de la moitié des gens dans cette salle en ont connu. Des projets, le jour J du démarrage, on sait qu'on n'arrivera pas à tenir les objectifs. J'ai un autre exemple, mais il est tellement subversif que je n'ai pas osé l'écrire, c'est l'offshore. Alors l'offshore, on a beaucoup de clients qui généralisent l'offshore. Je ne suis pas en train de dire que l'offshore c'est mal, mais ce dont je suis convaincu, c'est que c'est rarement une solution unique à tous les problèmes informatiques qu'on a. Et donc on voit des organisations dont tous les membres pris individuellement sont contre l'offshore et qui massivement, de façon globale, va vers une intensification et une généralisation de l'offshore. Alors le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est l'importance du chiffre.
Alors, je vous préviens tout de suite, hein, j'ai une expérience à vous décrire. Dans toutes les répètes, je l'ai un peu foiré. Donc, je mise sur votre capacité de concentration maximale. Donc, l'expérience est en 2 phases. La première phase, donc Dan Ariely, qui est un auteur dont je ne saurais trop vous recommander le bouquin parce que c'est du miel, hein, ça s'appelle Predictably Irrational. Comment on est irrationnel de façon prédictible. Donc en fait, il présente un bouquin et il dit « Seriez-vous prêt à payer XX dollars ce bouquin ?» XX étant les 2 derniers chiffres de sécurité sociale des gens dans la salle. Alors, pourquoi ça ? Parce que ça donne une suite complètement aléatoire et complètement EQI répartie, au moins aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est vrai en France, mais probablement que oui aussi. Donc, les gens, on leur pose la question, êtes-vous prêt à payer XX dollars pour ce livre? Il y en a qui répondent oui, il y en a qui répondent non, mais ce n'est pas le plus important. Deuxième phase de l'expérience, quel est votre prix max pour une bouteille de Côte-du-Rhône? Alors, pourquoi une bouteille de Côte-du-Rhône? Parce qu'en fait, aux États-Unis, tout le monde connaît le vin français. Mais en même temps, on n'a pas vraiment d'échelle de référence sur le vin français. Donc une bouteille de Côte-du-Rhône, c'était un Châteauneuf. Bon, est-ce que c'est un grand cru, pas un grand cru? Est-ce que c'est une bonne année? Tout ça. Donc en fait, on n'induit pas de choses sur la valeur ressentie de la bouteille. Et ce qui est étonnant, c'est ça. C'est que le prix proposé en moyenne par les 20% qui avaient les chiffres de sécurité sociale les plus bas est de 8,64. Le prix proposé par les 20% ayant le numéro le plus haut, c'est 27,91 dollars. Donc ça veut dire qu'en fonction de cet amorçage initial qu'on appelle une ancre, vous avez des comportements complètement différents sur la valeur des choses. Pourquoi je vous en parle ? Alors, je vais déjà le définir, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Tout chiffre ancre une référence inconsciente dans l'esprit de celui qui l'entend. Et je vous en parle parce que ça s'applique aussi en informatique. Les exemples que je vais vous donner, c'est le premier chiffrage d'un projet. Ça aussi, vous l'avez vécu. Chez Octo, on appelle ça la danse du chiffrage. Le premier chiffre qui va être donné sur un projet, qui a des probabilités énormes d'avoir été fait par un expert sur un coin de table comme ça à la va-vite parce que son manager lui a demandé un truc entre 2 portes, ce premier chiffre va servir de référence à toutes les discussions ultérieures sur le projet. Alors ça va être plus 10%, moins 10%, fois 2, la moitié, mais ce sera ça l'ancrage sur le projet. Un autre qui me tient à cœur, qui est même un tout petit peu douloureux, qui remue un peu les tripes, c'est le coût du jour homme. Alors je répète ça tous les ans, enfin toutes les sessions que je fais à l'USI, je répète, il y a une différence de 1 à 10 entre la qualité, l'efficacité et la productivité d'un développeur. Pourtant, en France, on a un ancrage sur le coût du jour homme de développeur qui est à peu près à 500 €. C'est-à-dire à 450, on a l'impression de faire une bonne affaire, à 600, on a l'impression de se faire entuber. Alors qu'en fait, on pourrait avoir des écarts de 300 à 1500 si on essayait de connecter la valeur au coût. Alors ça, c'était le deuxième biais, le biais d'ancrage. Troisième biais, le biais qui explique pourquoi on ne voit les éléphants que dans les rétroviseurs. Je m'explique. Expérience de Martin Bolt et John Brink, 91. Alors on demande, est-ce que Monsieur X, Mr X, parce que c'était aux États-Unis, alors ouais, je précise quand même, ça c'est très behavioriste, donc c'est très américain, hein, tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Monsieur X va-t-il être élu? Alors Monsieur X, pour la petite histoire, était un juge qui se présentait à une élection à la Cour suprême. Donc on demande à des étudiants, est-ce que Monsieur X va être élu? Avant l'élection, 58% sont convaincus que oui. Après l'élection, 78% affirment qu'ils étaient sûrs que X allait être élu. Donc ce dont je vous parle là, c'est notre capacité à réécrire le passé avec les informations dont on dispose aujourd'hui. Et ça s'appelle le biais rétrospectif. Il est à l'œuvre chaque fois que vous entendez « je vous l'avais bien dit ». Donc je vous l'avais bien dit, hop, biais rétrospectif. Et quelques exemples en informatique, c'est quand vous entendez de toute façon avec telle technologie, telle méthodologie, ça ne pouvait pas marcher. Un autre exemple qui me tient à cœur, c'est comme chez Octo on fait pas mal d'agile, la mise en place de l'agile sur ce projet a bien marché, mais franchement c'était un projet facile quand même, c'est normal que ça ait bien marché. Mais pourquoi ils ne l'ont pas dit avant au démarrage du projet que c'était un projet facile? Parce que personne n'en savait rien, il est juste devenu pas facile parce qu'on l'a fait en agile. Voilà mon intime conviction. Alors là, je voudrais faire un test. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'avoir été victimes une fois dans leur vie des biais cognitifs que j'ai décrits aujourd'hui? Levez la main, ceux qui pensent avoir été victimes. La moitié. D'accord.
Eh bien, ça veut dire peut-être que vous n'êtes pas trop victime d'un biais important aussi, qui est le biais de supériorité illusoire. Et voilà comment il se décrit. Expérience, 87% des étudiants du MBA de Stanford d'une certaine année, donc en 2000, estiment leur performance au-dessus de la médiane. Je vous le refais, la plupart des gens pensent qu'ils sont supérieurs à la plupart des gens, quand on les teste. Autre exemple, donc des questions un petit peu absurdes qui ont la particularité que si vous réfléchissez 2 minutes, vous pouvez assez facilement inférer le résultat, c'est-à-dire nombre d'œufs produits, alors combien de poules, j'en mange combien par jour, machin. Donc nombre d'œufs produits aux États-Unis, nombre de chirurgiens à Boston. Donc une liste de questions comme ça où avec un peu de raisonnement, on peut essayer d'estimer le résultat. Mais ce n'est pas là l'intéressant. L'intéressant, c'est quand on demande aux gens quelle est la précision avec laquelle vous pensez que vous avez donné le résultat. Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes loin ou pas du vrai chiffre? Et les gens estiment qu'ils sont avec un taux d'incertitude de 2%. En réalité, ils sont avec un taux d'incertitude de 49%. Voilà. Et alors, il y en a d'autres. Il y a aussi le fait que tous les conducteurs automobiles sont plus forts que tous les conducteurs automobiles, ce qui est un vrai drame pour la sécurité routière. Alors le biais de supériorité illusoire se décrit de la façon suivante, c'est se croire plus intelligent, plus perspicace, plus précis qu'on ne l'est réellement. Quelques exemples en informatique, les plannings projets. Tous les plannings projets qu'on a tendance à faire, c'est des plannings. D'ailleurs, il y a un consultant il n'y a pas longtemps qui m'a reproché qu'on ait fait ça chez Octo, mais bon, il n'y a pas plus tard que le mois dernier. Mais donc, tous les plannings et toutes les estimations qu'on fait ont tendance à être optimistes, et on ne prend pas le mou qui pourrait nous permettre d'absorber des imprévus. Donc on pense que nous, on est trop fort pour être soumis à des imprévus sur les projets. Enfin, nous, vous aussi. La récurrence de gros projets, donc ça aussi c'est un truc que je raconte à chaque session. Souvenez-vous de ce chiffre, 2% des projets de plus de 10 millions de dollars, vous pouvez mettre euros, ça ne change pas grand-chose, 2% des projets de plus de 10 millions de dollars sont en succès. Plus un projet est gros, plus ses chances d'échec augmentent. Mais ça ne croît pas linéairement, ça croît exponentiellement. Donc on connaît cette règle depuis la nuit des temps, elle a été reprouvée, prouvée, reprouvée. Et encore aujourd'hui, on continue à lancer des projets de 10 millions de dollars ou d'euros en pensant que nous, on va être plus fort que ce que disent les stats et défier les lois de la gravité informatique. Alors là, je vous ai normalement à peu près ruiné le moral. Je voudrais juste vous dire que si vous êtes ici à m'écouter dans cette salle... Oh là, non, j'ai oublié un truc. Oui, parce que je vous ai parlé de 4 biais, mais il y en a d'autres. Il y a tout cela. Il y a biais d'attribution, effet de halo, biais de simple exposition, biais de représentativité, biais de disponibilité, biais d'immunité à l'erreur, c'est-à-dire que les erreurs, c'est pas vous, c'est les autres. Le biais culturel, l'effet de récence. Alors le biais de représentativité, c'est ce qui fait que on est bien plus sensible aux accidents d'avion parce qu'en fait, on voit plus d'accidents d'avion que d'accidents de voiture, alors que la proba est beaucoup plus faible de mourir dans un avion. Et si vous allez sur Wikipédia, vous avez ça. Chaque ligne, c'est écrit petit, mais ça ne tenait pas, je suis désolé, chaque ligne est un nouveau biais cognitif, donc un mauvais câblage que vous avez qui fait que vous prenez des décisions qui sont non rationnelles. Ça en fait un paquet. Le site Wikipédia est évidemment une mine sur ce type de sujet, mais il faut aller du côté des États-Unis parce que c'est plus un truc d'américain quand même. Alors, que faire ? Je voulais juste vous rassurer sur un point, c'est que si vous êtes dans cette salle en train de m'écouter, c'est parce que ces biais cognitifs ont eu une efficacité. Donc c'est un courant qui s'appelle, une discipline qui s'appelle la psychologie évolutionniste, qui dit que si on a ces erreurs de raisonnement si fréquemment, c'est parce qu'à un moment donné, ça a donné à nos ancêtres les conditions de la survie. Ça nous a donné un avantage compétitif qui fait qu'on est encore là aujourd'hui et que donc les individus qui avaient ce biais-là ont été sélectionnés par l'évolution naturelle. Exemple, on peut imaginer par exemple que la pensée de groupe, ça faisait que des individus avaient tendance à s'associer au groupe même s'ils n'étaient pas d'accord, et ça leur donnait plus de chances de survie en étant dans le groupe qu'en étant à côté. Le problème, c'est qu'on ne faisait pas de projet informatique à l'époque. Et maintenant, réussir des projets informatiques, ça ne donne pas non plus d'avantages évolutifs. C'est dommage.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai conscience, je vais vous proposer quelques solutions. J'ai une conscience intime que les solutions que je vais vous proposer, ça peut paraître être des bouts de ficelle. C'est un peu le cas, mais ça marche. Alors déjà, première chose, mettez en place des protocoles qui limitent la pression négative du groupe. Globalement, la pression négative du groupe, elle apparaît quand il y a un leader qui donne son avis et tout le monde fait « oui, oui, chef ». Donc du coup, il y a quelques astuces qui permettent de limiter cette pression négative. Ceux qui font de l'agile connaissent le planning poker. Donc je ne sais plus qui disait ce matin, je crois que c'est Chris. Non, c'était la personne qui suivait qui disait « le vote, c'est pas bien ». Le vote, ça a au moins l'avantage de limiter la pression négative du groupe. Donc le principe du planning poker, c'est que quand on fait une estimation de charge, chacun fait un vote caché et montre son vote devant tous les autres. Donc personne n'est influencé par personne sur cette décision-là. Autre exemple, autre piste, apprenez à écouter les avis divergents. Donc dans la commission d'enquête sur Challenger, il y avait beaucoup ça. Il y avait, à la NASA, il n'y avait aucun canal qui permettait à quelqu'un qui n'était pas de l'avis dominant de s'exprimer. Donc faites en sorte que les gens qui sont d'un avis divergent puissent s'exprimer. Autre chose, donnez le droit à l'erreur. Alors, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, mais je discutais avec un client il n'y a pas très longtemps qui me disait « sur ce projet, on n'a pas le droit à l'erreur ». Le problème, c'est que si vous n'en êtes pas encore convaincu, je peux vous garantir que si vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous allez le prendre parce qu'on est codé comme ça. On est codé pour faire des erreurs. Donc ne pas donner le droit à l'erreur, c'est générer du stress contre lequel vous ne pouvez rien faire de toute façon parce que vous allez faire des erreurs. Donc il faut travailler sur la résilience des processus et des architectures. Donc il y aura des presses sur la résilience des architectures, je vous invite à aller les voir, sur la résilience des processus. Donc c'est faire en sorte que quand il y a une erreur humaine dans le processus ou une erreur dans l'architecture, ça ne prête pas trop à conséquence. Privilégier les boucles de feedback courtes. Donc ça, c'est un principe Lean, mais qui est universel, qui est une arme absolue. C'est le principe qu'applique l'Agile avec les itérations. Comme on a tendance à faire du déni de réalité, il faut se la coltiner le plus fréquemment possible. Affronter la réalité permet de sortir, de limiter l'effet d'une quantité de biais cognitifs qu'on peut avoir. Puis surtout, soyez humbles. Soyons humbles. Souvenons-nous que nous sommes des êtres humains, que donc nous risquons d'être victimes de ces biais-là. Avoir la conscience de cette faillibilité, c'est, je pense, notre principale force. Donc voilà, j'espère que grâce à ça, vous aurez un peu plus de connaissances et que vous aurez plus de recul sur certaines situations que vous rencontrez demain. Et pour finir, on n'arrivera jamais à être ça, et j'ai envie de dire tant mieux. Ce qu'on peut essayer d'être, c'est ça. Alors, pas un génie des maths, ni un génie des sciences. Ce qu'on peut essayer d'être, c'est d'être des scientifiques, c'est-à-dire des gens qui font des hypothèses, qui testent dans la vraie vie, qui vérifient ces hypothèses et qui réajustent leur modèle en fonction des hypothèses qu'ils ont testées. Donc des gens qui ne vivent pas dans les modèles des croyances, des dogmes et des biais, mais des gens qui s'appuient sur la réalité, qui font des essais, erreurs, tentatives, échecs, vérifications. Et je pense que ça, c'est de nature à faire en sorte qu'on soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus pro, beaucoup plus propre en informatique. Merci. Merci Ludovic. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions sur cette brillante présentation? Fayot. Oui, c'est mon chef, hein, forcément. Je dois que ça pas forcément évident de poser des questions sur des sujets aussi scientifiques, mais allez-y. Ah, il y a quelqu'un. Oui, on dit que la majorité des projets dépassent les coûts et les budgets. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un biais beaucoup plus simple pour expliquer ça? C'est simplement le fait que par construction, les boss n'ont pas intérêt à ce qu'on donne trop de budget dès le départ. Il y a aussi un planning aussi trop militaire, donc par définition, on préfère que les gens reviennent demander de l'argent et des délais plutôt que donner un planning et un budget suffisant dès le départ. Donc, ce qui expliquerait ce biais. C'est génial cette question parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la première fois que j'entends ça, mais ça boucle avec des interrogations que j'ai. Donc la stat que je vous donnais, c'est le Chaos Report fait par le Standish Group, qui est du miel de consultants.
effectivement qu'à cette limite-là, c'est-à-dire en dépassement de coûts et de budget par rapport à quoi? Par rapport à la première estimation? Ok, mais on sait qu'elle est absurde. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, c'était plus un expédient pour introduire ma presse que quelque chose que je voulais établir scientifiquement, mais je vous rejoins. Je voulais juste rajouter un truc qui est un des biais cognitifs qu'on peut avoir, c'est la fameuse, enfin c'est pas tout à fait un biais cognitif, mais c'est la fameuse loi de Parkinson, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait le temps pour réaliser une tâche a tendance à occuper tout l'espace disponible. Donc c'est le syndrome de l'étudiant, si vous avez 10 mois pour réaliser une tâche, vous pouvez être à peu près sûr que vous allez commencer à vous y mettre sérieusement 8 ou 9 mois après le démarrage de la tâche. Donc du coup, effectivement, c'est pour ça que la réduction des temps de cycle, c'est vraiment une arme majeure pour lutter contre les erreurs d'estimation, parce qu'on fait des estimations plus précises, et puis parce que les gens, en fait, ils ne commencent pas à bosser sur l'activité 8 mois après le démarrage. D'autres questions? Une là-bas. Alors il y a un micro qui arrive. Est-ce que ce que vous appelez ces biais qui peuvent nous induire des chiffrages, etc., c'est pas largement contrecarré parce que les mêmes personnes qui ont ces biais ont de l'expérience et ils ont mis au service ou de ces chiffrages ou de leurs estimations aussi toute l'expérience et tout le background qu'ils ont sur leur projet, et du coup, forcément, il y a une partie de biais, mais qui est infime par rapport à toute l'expérience qu'ils ont apportée. Alors, si on se focalise sur le chiffrage, ce qu'on peut faire, alors que j'ai... oui, d'accord. Oui. Alors, en fait, il y a quelque chose qui est amusant sur le chiffrage, c'est... je vous invite à voir une session que j'avais faite il y a 2 ans sur les grands mythes de l'informatique, c'est la courbe de répartition du chiffrage. Les gens qui ont de l'expérience, c'est l'estimation la plus fiable sur un projet, mais elle est fausse. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à être trop optimistes. Ce qui est assez amusant, c'est là on est vraiment dans le biais de confiance, enfin le biais d'optimisme que je décrivais tout à l'heure, de supériorité illusoire pour être précis. Ce qui est amusant, c'est que les gens qui font des bonnes estimations, c'est les dépressifs. C'est pas une blague, hein. Je suis sérieux. Donc les dépressifs sont ceux qui font les meilleures estimations. On a tous tendance, même si on est expert, même si on a de l'expérience, à être un peu trop optimiste. Et c'est expliqué de la façon suivante, qui est que probablement nos ancêtres, il y en a qui ont pris de l'initiative en dépit du bon sens et ça les a aidés à survivre. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à être un peu plus optimiste que ce que la réalité devrait nous enseigner. Ok. Alors s'il n'y a plus de questions, on va faire une pause et on se retrouve ici pour la dernière keynote de la journée, donc celle de Léo Apothécaire. Merci Ludo.